Bonjour à tous, je suis Otman Belouis et bienvenue dans mon podcast À ta place. Je vous emmène à la rencontre de personnalités dont les engagements, les écrits, les histoires permettent de penser la place de chacun dans la société. Il y sera question d'identité, d'immigration, de transfuge de classe et un tas d'autres sujets que j'ai hâte de vous faire découvrir. Suivez-moi, je vous emmène à la découverte de mon prochain invité. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de À ta place. Je suis ravi de vous accueillir avec un invité exceptionnel aujourd'hui. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au premier épisode, qui grâce à vous s'est classé dans les 100 épisodes les plus écoutés en France sur Apple Podcast. Donc un grand merci à tous et j'espère qu'on continuera l'aventure tous ensemble. Souvent, quand je décris le podcast À ta place, je dis que je veux donner la parole à des personnes dont la parole et les écrits ont un réel impact dans la société. Ce sont des personnes qui ont su comment prendre leur place, même quand celle-ci ne leur était pas initialement destinée. Et clairement, mon invité de ce jour en est un illustre exemple. Auteur marocain, il a publié de nombreux romans, notamment aux éditions du Seuil. Il est traduit à l'international. Plusieurs de ses romans ont été distingués par des prix littéraires. Si je dois citer quelques-uns de ses romans, nous pouvons citer Le Roux du Tarbouche, L'Armée du Salut, Une mélancolie arabe, Le Jour du Roi, qui a obtenu le prix de Flore en 2010, Un pays pour mourir en 2015, La vie lente, Vivre à ta lumière. Il est également réalisateur. Son adaptation en 2014 de son roman L'Armée du Salut a remporté le Grand Prix du Festival d'Angers. Et en 2024, il réalise également son deuxième film, Cabo Negro. Son dernier roman, Le Bastion des larmes, qui est publié pour la première fois aux éditions Julliard, il y a quelques jours, reçoit déjà un accueil très chaleureux. Il figure dans la liste des 16 romans en lice pour le prix Goncourt. Il est également en lice pour le prix Décembre et le prix littéraire du Monde. Rien ne le prédestinait à cette vie quand on se penche sur son passé. Une enfance et une adolescence dans le Maroc des années 80, marquée notamment par une pauvreté extrême, une violence insoutenable, au titre de laquelle il aurait pu perdre la vie. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Adel Ataya. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis très heureux d'être avec toi. Mais le plaisir est pour et nous. avec toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. Je sais que tu as une entrée littéraire qui est assez prenante avec ce nouveau roman. Je suis très heureux en tout cas d'avoir enfin pu écrire le livre de mes sœurs. Ouais. Parce que c'est ça le but de ce roman. Comment parler de mes 6 sœurs qui m'ont précédé et qui ont fait que je suis devenu écrivain, d'une certaine façon. C'est magnifique, d'ailleurs c'est très touchant parce que dès les premières pages, on voit que tu leur adresses ce livre. Tu leur dis « Tout mon amour pour mes 8 sœurs, Amina, Khadija, Rachida, Latifa, Fatima, Hafsa, Najet et Rabia. » Est-ce qu'elles l'ont lu, ces livres, à ton avis ? Est-ce que tu en as parlé avec elles ou... Non, en fait, moi, je suis le numéro 8 de la famille, donc c'est pas très important ce que je fais. Et cette position, me convient très bien parce que c'est ce qui me donne aussi une forme de liberté, dans le sens où presque le dernier, il est un petit peu fou et tout ça. Et je dois avouer que je n'aimerais pas savoir ce qu'elles pensent de ce que je fais, parce que j'ai l'impression que si elles me disent, si elles jugent ce que je fais, ça va un petit peu m'inférioriser, parce que jusqu'à aujourd'hui, donc, je continue d'être très impressionné par elles. Ouais. Quand j'étais enfant, donc un petit garçon marocain, homosexuel, extrêmement efféminé, le fait qu'il y ait mes sœurs à côté de moi, je dirais avant moi dans la vie, c'est ce qui m'a aidé. Je me disais, le monde, il peut être violent, il peut être ce qu'il veut, mais il y a les 6 sœurs, elles avaient constitué quelque chose, une organisation, une façon de lutter, d'être dans la vie. Et d'intuition, je me disais qu'il fallait entrer dans ce gang de mes sœurs, dans cette organisation secrète, et être avec elles dans la vie. Et je pense que c'est ça ce qui m'a amené jusqu'à l'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, vu qu'il est destiné à tes sœurs, la place de la femme dans ce livre, elle est prédominante. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne cherches pas à décrire des femmes dans la société marocaine avec une certaine bienséance, qui respectent les codes de la société. Où tu as une description de leur vie qui est réelle, qui peut plaire ou pas, qui peut être choquante peut-être pour certains, mais et pas que tes sœurs, d'ailleurs l'ensemble des femmes
qui sont présentes dans ce livre, on voit que tu veux les décrire comme elles sont vraiment, sans forcément entrer dans cet apparat que la société voudrait. Il y a toujours un discours déjà préparé pour les femmes arabes et musulmanes et africaines. C'est-à-dire, il est attendu d'un écrivain arabe ou marocain, et encore plus quand il est gay, presque qu'il prenne ces femmes, les corps de ces femmes, et qu'il les sacrifie pour en faire des femmes bien acceptables pour un certain discours, notamment occidental. Pour moi, j'ai toujours vécu avec des femmes, ma mère notamment, qui criait tout le temps, et des sœurs qui étaient tout le temps dans la déconstruction des lois, des regards qu'on leur jetait. Elles n'étaient pas du tout soumises. Elles savaient très bien que la société ne tolérait pas leur liberté. Elles savaient très bien que les lois n'étaient pas à côté d'elles. Elles savaient très bien qu'un jour, les hommes hétérosexuels allaient les emprisonner à travers cette histoire qu'on appelle le mariage. Mais tant qu'elles étaient adolescentes et jeunes femmes, à côté de moi, je peux témoigner de ce que c'est la liberté intrinsèque dans le cœur des femmes, dans le corps des femmes. Et quand j'écris sur ma mère, sur mes 6 sœurs, sur les femmes arabes, les femmes africaines, si je peux dire d'une manière générale, je n'essaie certainement pas d'appliquer sur elles des théories inventées en Occident pour expliquer leur vie. Il n'y a rien d'ailleurs à expliquer, mais comment moi, le numéro 8 de la famille, je vais me permettre d'expliquer la vie de ces femmes. Ces femmes ne m'ont pas attendu moi pour se jeter dans les batailles, pour transgresser, pour vivre une certaine liberté telle qu'elle le pouvait. Et moi, je ne suis pas là pour dire à ces femmes, regardez comment vous avez été libres, regardez comment moi je vais vous honorer à travers la littérature. Ma littérature est là juste pour essayer d'entrer encore plus dans ce qu'elles ont déjà vécu et déjà donné. Mais est-ce qu'à un moment, t'as pas envie, parce que moi je m'interroge quand on écrit notamment sur des membres de sa famille, puisque effectivement c'est une fiction, mais toi-même tu le dis, ta vie en fait elle coule à travers les différents personnages, et c'est comme ça que tu te nourris pour les écrire, et c'est ce qui en fait des histoires fascinantes. Est-ce que des fois tu te dis pas, j'ai envie de les préserver peut-être, de leur donner une image peut-être un peu plus conventionnelle? T'as jamais ce souci-là? Non, parce que déjà dans la vraie vie, elles s'en foutaient complètement de ce que pensaient les voisines, de ce que pensaient les oncles, les tantes, les cousines et tout ça. C'était pas des filles ma mère encore plus, elle s'en foutait complètement de ce qu'on allait penser d'elle. Et c'est ça qui était le plus extraordinaire, pour moi, en tant qu'homosexuel, de voir que la société, elle peut me regarder, me tuer, me violer comme elle veut, mais le regard que j'ai sur moi-même, elle vient de l'imitation de ses sœurs. La littérature n'est pas du tout un endroit pour préserver qui que ce soit d'abord, mais ce n'est pas non plus un endroit pour révéler les secrets des autres. Et je ne pense pas que dans mes livres, je révèle quoi que ce soit qui pourrait leur faire du mal aujourd'hui dans leur vie. En revanche, dire la vérité, se rapprocher de la vérité telle qu'on l'a vécue ensemble, cette famille très pauvre, abandonnée par les pouvoirs, abandonnée par les riches, et comment nous, malgré cette pauvreté, on survivait et on vivait quelque chose d'extrêmement riche. Je pense que la vie des pauvres, pour plein de gens, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, on attend toujours de celui qui est arrivé, moi je suis publié en France, tout ça, que je jette ses sœurs, que je devienne un bourgeois et que je parle d'elles comme si j'étais au-dessus d'elles, comme si moi, mes études universitaires, etc., me placent au-dessus d'elles. Moi, je le dis, je le répète, c'est grâce à ces sœurs et grâce à cette mère qui criait, qui se battait pour nous nourrir, qui se battait juste pour construire la maison, que je suis devenu écrivain. Je ne fais qu'imiter leur stratégie de survie et je ne fais qu'imiter cette parole incessante. C'était des radios non-stop, mes sœurs et ma mère. Mais je pense que tu fais effectivement tout l'inverse, et notamment quand tu parles de ta mère, à travers les différents ouvrages que tu as écrits. Moi, je suis particulièrement touché par ça, parce que c'est vrai que quand tu as évolué socialement par rapport à la famille, par rapport au niveau de tes parents, notamment, parce que je pense qu'on vient d'une période où beaucoup de gens, notamment au Maroc, étaient illettrés, donc toi, quand tu as eu accès à la lecture et à cette connaissance-là, la facilité, ça aurait été en fait effectivement de les regarder de haut,
en disant mais au contraire, j'ai l'impression que tu redonnes la lettre de noblesse à ces femmes-là, et notamment à ta mère, en disant effectivement, elle n'a pas peut-être l'intelligence conventionnelle qui peut être littéraire, ou etc., mais elle a une toute autre intelligence qui lui a permis de survivre dans la société, et une survie qui est bien plus compliquée en fait que de connaître des tas de théories philosophiques et de pouvoir faire des références à un tas d'auteurs. C'est certainement pas son fils numéro 8 qui est publié à Paris qui va lui apprendre ce que ça veut dire la liberté, la transgression. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas Michel Foucault qu'elle ne comprend pas ce dont il s'agit dans les livres de Michel Foucault. Ma mère se réveillait chaque matin et elle préparait à manger à partir de rien pour 11 personnes. Ouais, et elle l'a fait pendant des années, des années, des années. Ça n'a pas duré une année ou deux. Et il a fallu qu'elle économise à partir de rien pour construire une maison, pour laisser un héritage. Pour accomplir tout ça, il faut bien quand même une grande capacité d'étudier le monde où on est, d'analyser les différentes composantes de cette société, de ce Maroc, les riches, le roi, les ministres, tous ces gens qui vous empêchent juste d'exister et qui maintiennent sur vous, au-dessus de vous, dans votre propre corps, ces lois qui vous condamnent, qui vous rendent en permanence petit, esclave de je ne sais qui. Donc, quand moi j'arrive à écrire, quand j'arrive à l'écriture, mais de quel droit je vais dénaturer la bataille et les transgressions de ma mère et de mes sœurs? Moi, j'ai l'impression que je n'ai rien à faire, je n'ai rien d'autre à faire que de me souvenir d'une manière très, très, très précise de certains événements que j'ai vécus avec elle ou à côté d'elle et d'essayer de les transcrire dans la logique où elles se sont déroulées, ces événements. Ce n'est pas à moi d'apporter une théorie de Roger Caillois ou bien de Roland Barthes pour honorer ma mère et la porter haut dans la littérature ou dans la pensée occidentale. Ma mère s'en foutait complètement de l'Occident. C'est-à-dire, n'avait pas besoin, pour exister, que quelqu'un vienne lui dire « tu es une bonne mère, tu es une bonne femme ». Il y avait d'ailleurs, toutes les voisines la détestaient. Elles disaient « c'est une mauvaise femme, elle n'est pas gentille, elle crie tout le temps ». Donc tu vois, donc, je n'ai pas vécu avec des femmes qui étaient obsédées par l'idée qu'on les respecte. D'accord. Tu écris « La littérature et la vie réelle sont à jamais unies pour moi. L'une ne peut exister sans l'autre. La vie sans les mots des livres me semble impossible à vivre. » Donc, tu écris vraiment avec des faits réels qui se sont passés, que tu as vécu intrinsèquement et dans ta chair, à tes corps dépendants, souvent. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que la littérature pouvait te sauver ? Quand je dis te sauver, c'est de t'extirper un peu d'un monde peut-être qui était trop violent. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu penses aux gens, mais je pense que tu y as un peu répondu, quand tu écris ? Parce que moi, par exemple, quand je lis certains passages de tes livres, je dois être honnête, des fois, je dois m'arrêter. Pourquoi ? Parce que tu décris les choses avec un tel réalisme, une telle réalité, et la réalité est dure, et le monde est dur, en fait. Mais quand on le lit, moi, c'est dur. Enfin, je prends l'exemple du bastion des larmes, quand tu as cette scène dans le hammam où tu as un petit garçon qui se fait violer, et le moment où devant tout le monde, où il y a donc Youssef, le personnage principal, qui vient l'aider, et ensuite, parce que sa mère ne peut pas être avec lui au hammam, donc ensuite, il accompagne ce petit garçon jusqu'à le rendre chez sa mère, et que le personnage lui explique ce qui s'est passé, et la mère n'en est pas particulièrement émue, en fait. Pour elle, elle dit, voilà, oui, la vie est dure, et il sait se défendre, et c'est comme ça. Ça, c'est des moments où voilà, moi, je trouve ça particulièrement dur, et je me disais, est-ce que tu penses à personne, t'écris les choses, et puis peu importe comment les gens les reçoivent au final. En fait, la violence, qu'on soit clair, existe partout. À New York, à Paris, si on va au métro La Chapelle, tous ces immigrés, ces migrants qui n'ont pas de papier, qui sont jetés par la France, le regard quand on va chez un pharmacien, une pharmacienne à Paris, et quand ce pharmacien qui voit que tu es un arabe, comment il te parle, bien sûr. Ça aussi, c'est quelque chose qui tue. Bien sûr. Voilà, donc cette violence, l'analyse de la violence du monde, ça me paraît une des premières choses à faire dans la littérature, dans l'écriture. Pour répondre à ta question, franchement, j'ai l'impression que j'y ai répondu il y a très longtemps, quand j'étais encore une fois adolescent, et quand j'ai compris
que le monde ne me donnera aucune reconnaissance, aucune autorisation, mais pas pour devenir écrivain ou quoi que ce soit, mais juste en tant qu'homosexuel, en tant qu'être humain homosexuel, que ces regards qui tuent ne s'arrêteront pas, et surtout que la famille, ma famille qui savait tout ce qu'on faisait, n'allait pas me défendre, parce que me défendre publiquement, ça serait s'attirer encore plus de problèmes qu'ils n'en ont déjà. Rien que pour manger, c'était un gros problème. Et en plus, on a un fils qui est gay et très efféminé, donc ils ont, je ne vais pas dire choisi, la logique du monde où ils vivaient a fait que, voilà, ils ne m'ont pas défendu. Mais ils ne m'ont pas jeté non plus, ils ne m'ont pas rejeté. Ils m'ont permis d'aller à l'école, d'aller au lycée. Ma mère économisait de l'argent tous les jours pour me payer le bus pour aller à Rabat, où j'ai fait des études universitaires. Ils ne m'ont pas arrêté. Ils auraient pu me faire encore plus de mal que ce que les autres. Et ça, comment dire, je disais, merci le ciel au moins. Il y a là quelque chose qui m'a sauvé. Entre moi, le ciel, le monde, la nature, et je suis entré là-dedans. Cette chose qui peut paraître un peu étrange, mais c'est comme un rêve qu'on se crée. Il peut me regarder comme ça, mais c'est pas moi qui regarde. Il peut m'insulter, mais c'est lui-même qui l'insulte. Il peut me déverser sur moi sa haine, voilà. Mais c'est sa propre haine dont il est en train de parler. Il veut me violer, à moi de trouver le moyen pour le détourner pour qu'il ne me viole pas. Et j'ai fini par inventer toutes ces stratégies, par savoir quoi dire à ces gens-là pour qu'ils ne me fassent pas du mal. Donc, du coup, dans cet espace-là, dans ce rêve, pour moi, c'était comme un rêve. J'étais là dans la vie, mais je vivais mon rêve, que tout ce qu'ils me font ne va pas m'atteindre. Je pense d'une certaine façon, j'ai réussi. Ça a laissé beaucoup de traces chez moi, mais j'ai réussi puisque j'ai survécu, je suis encore vivant. Donc, tous ces gens qui devaient me défendre, me tendre la main, ne l'ont pas fait. Donc, de quel droit, aujourd'hui, maintenant que j'ai survécu, que j'ai pu écrire de livres, de quel droit vont-ils revenir pour me dire pourquoi tu as écrit telle ou telle chose, pourquoi tu fais telle ou telle chose, pourquoi tu entres si intimement dans la vie que nous avons partagée ensemble et qu'en plus, tu mets tout ça dans ta littérature. Je veux dire qu'il y a un moment où les gens doivent faire un geste pour sauver l'autre. Quand il est petit, surtout quand il est petit. S'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, ils n'ont plus aucun droit. Et moi, j'aime ma famille, j'aime mes sœurs, j'aime ma mère, j'aime plein de gens encore, mais ils ne m'ont pas sauvé. Je me suis sauvé tout seul. Donc aujourd'hui, qu'ils soient choqués par mes livres, qu'ils soient choqués par tout ce que je fais, ne me concerne pas. Je comprends s'ils sont choqués, je comprends, mais à partir de leur logique à eux. Mais l'écriture ne peut pas se faire en intégrant les logiques qui restreignent, qui censurent, qui tuent. J'ai survécu au meurtre. Je ne vais pas revenir au meurtre quand j'écris. C'est pas possible. Et tu écris en français? Oui. Je peux expliquer pourquoi aussi. Mais tout à fait, parce que je me posais la question. En fait, parce que je t'avoue que j'ai été surpris quand j'ai appris. Enfin, j'ai été surpris. En même temps, quand je vois de quel milieu social tu viens quand tu étais petit, je me doutais bien que tu n'étais pas dans une école française, etc. Non. Parce qu'il faut, pour donner un peu de contexte, au Maroc, le français est plutôt un marqueur social de la bourgeoisie qu'ils utilisent justement pour occuper les meilleurs postes, pour se distinguer, etc. Et donc, j'ai appris que tu avais appris le français vraiment sur le tas. Et donc, je me disais, mais je me demandais pourquoi, alors que c'est finalement l'arabe que tu as maîtrisé en premier, et peut-être que tu maîtrises le mieux, je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui. Pourquoi vouloir pour écrire en français? Et juste petit doute, est-ce que c'est pas plus facile de décrire certains éléments qui te sont propres en français, alors que ce n'est pas ta langue, entre guillemets, maternelle ou ta langue charnelle, entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Non, en fait, pour le dire clairement, donc, je suis né dans un monde marocain arabophone. Le Maroc est un pays arabophone et berbère. Donc, la langue, en tout cas dans ma famille, moi, qui était utilisée, comme la majorité des Marocains, c'était la langue arabe. Donc, mon imaginaire en entier est d'abord imprégné de cette langue-là. Le français, comme tu l'as dit, était utilisé par les super riches, par le pouvoir, par une certaine élite administrative,
pour dire que eux, ils ne sont pas pauvres comme nous, que eux, ils se distinguent de nous. Ils ont utilisé la langue française pour dire presque qu'ils ne sont pas si marocains que ça que nous. Ce qui me paraissait, moi, toujours bizarre et choquant. J'ai l'impression que les Français, la colonisation française n'était pas terminée, puisque les riches Marocains utilisaient une langue qui n'était pas la leur pour dire qu'ils se distinguaient des autres, alors qu'ils sont comme nous, arabes et berbères. Et donc, ils utilisaient la langue de la colonisation, le français, pour se distinguer des autres, la majorité marocaine qu'ils considèrent comme pauvres. Et donc, ils disaient, quelque part, que la langue arabe est une langue pauvre. Or, c'est l'inverse. Mais le problème, c'est que j'avais beau comprendre ça dès ma tendre enfance et l'adolescence, à un moment donné, on comprend que dans les enjeux de la société marocaine, ne pas maîtriser la langue française, ça ne vous permettra pas d'aller loin pour obtenir un travail, pour être... Et c'est ça qui m'a à un moment donné poussé à vouloir maîtriser cette langue. Ça et le rêve de devenir réalisateur. Parce que on n'en a pas parlé, mais pour moi, le cinéma, c'est réellement l'espace de rêve qui m'a sauvé, surtout le cinéma égyptien. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait une grande école de cinéma à Paris, qui s'appelait à l'époque l'IDEC. Aujourd'hui, ça s'appelle la FEMIS, c'est une des plus grandes écoles de cinéma au monde. Mais je ne sais pas, mon intuition m'a dit, un jour, tu vas aller à Paris, et tu vas passer le concours, et tu vas devenir réalisateur. Je suis allé au service culturel de l'ambassade de France à Rabat. Il y avait une femme incroyablement gentille. Je pense qu'elle avait été touchée par le petit gamin pauvre que j'étais et qui venait lui demander est-ce qu'on peut contacter la FEMIS. Elle a écrit la demande pour moi. Elle a envoyé cette demande à la FEMIS et j'ai reçu la réponse de la FEMIS qui me disait que pour pouvoir passer le concours, il faut avoir le DUG. Et ma tête m'a dit donc je vais aller un jour aller en France. Donc, il faut commencer par maîtriser cette langue que la colonisation française a laissée chez nous, le français. Comme ça, quand je vais chez eux, ils ne vont pas se moquer de moi, ils ne vont pas rire de moi, et je maîtriserai leur langue. Comme ça, ils ne vont pas me rabaisser comme les riches Marocains le font avec les Marocains qui ne parlent pas français. Okay. Et à ce moment-là, donc, j'ai décidé de m'inscrire au département de langue et littérature française à l'université de Rabat. Et là, j'ai découvert que réellement, j'étais nul en langue française. Et j'ai pris une autre décision d'acheter des cahiers et de tout transcrire, de tout écrire en français. C'est-à-dire entrer dans cette chose qu'on appelle la langue française. Ouais. Mais entrer non pas en imitant Émile Zola ou bien Stendhal ou bien André Gide ou Marguerite Duras, mais y entrer en étant... De toute façon, je suis qu'un pauvre. Peut-être que je n'irai jamais à Paris. Peut-être que je n'aurai pas un grand poste dans l'administration marocaine et que les riches Marocains continueront à se moquer de nous. Mais au moins, je vais y aller en étant ce que je suis, le monde que je porte en moi. C'est-à-dire ma mère, tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, ma mère, mes sœurs, que j'admirais réellement et que je trouvais que c'était des héroïnes dignes d'entrer dans les romans de Marguerite Duras et de Stendhal. C'est comme ça que je les voyais, ma mère et mes sœurs. C'était pas juste des petites femmes arabes soumises, pas du tout. Tout ce qu'elles faisaient, je trouvais qu'il était extraordinaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ma mère économisait 6 dirhams par jour pour me permettre de prendre le bus pour aller étudier à l'université. Donc rien que le fait de savoir qu'elle économisait cet argent, ça donnait un sens à la réalité de sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire aller étudier à Rabat? Et donc quand j'écrivais dans ce cahier, j'avais cette réalité de ma mère. C'est 6 dirhams qu'elle économisait tous les jours. Et du coup, ça a libéré quelque chose en moi dans mon rapport à la langue française. Quelque chose s'est libéré complètement. Je suis entré dans la langue française en étant ce que je suis, avec ma mère, mes sœurs, et en étant sûr que je ne réussirais à rien dans ma vie. Et c'est ça ce qui a amené l'écriture. Okay. C'est pas le désir d'être en France comme les Français blancs, mais plutôt je vais maîtriser cette langue, je vais la dominer avec ce que je suis et avec la réalité du monde que je porte en moi. Et c'est là où est né le style d'Abdel Artaïa, non? Le style littéraire, jusqu'au final. Mais je n'avais pas de conscience de cela à l'époque. Mais probablement. Je n'avais aucune conscience de ça. Ouais. Ça avait juste une intuition qui disait « je ne vais pas me soumettre devant les riches marocains, je ne vais pas me soumettre devant le pouvoir marocain, je ne vais pas me soumettre devant les Français blancs non plus ». Donc il faut anticiper les attaques, il faut anticiper
les embûches, les obstacles qu'on va mettre devant nous. Il faut arrêter la colonisation, d'une certaine façon. Je ne vais pas entrer dans la langue française pour me dénaturer, pour m'exiler encore plus. Je vais entrer en étant, en étant pauvre et en étant très, très, très gay. Alors ça, c'est pour la langue française. Mais bon, après avoir appris la langue française, tu es venu en France quand même, hein, finalement. Mais j'aurais pu ne pas y aller parce qu'après le DUG, je n'avais toujours pas d'argent. Ouais. Donc je n'ai pas passé ce fameux concours de la FEMIS à Paris. Donc j'ai continué mes études universitaires à Rabat. Ouais. Donc j'ai fait une maîtrise, ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise, un DEA. Donc j'ai maîtrisé aussi bien Guy de Maupassant que Marcel Proust, que tous ces gens. Je suis allé très très loin dans la culture française. Ouais. Mais cette maîtrise donc, du coup, de la culture française, assez étrangement, n'a pas dénaturé ce qui se passait dans mon cerveau. C'est ça. Et dans mon corps, surtout. Ouais. Non seulement cette maîtrise, mais même le fait de te déplacer géographiquement, parce que ça fait plus de 20 ans que tu es en France, mais pourtant ton ADN littéraire, pour moi, est étroitement, intimement lié au Maroc, à cette ville de Salé. Est-ce que ça, tu l'expliques par le fait que en fait, l'enfant qu'on a été, au final, ne nous quitte jamais, que cet enfant de Salé est toujours un peu en toi, ou c'est plutôt l'amour que tu as de tes proches qui fait que voilà, tu as toujours ce même lien et que tu as aussi besoin de raconter ces histoires-là dans tes œuvres? Je pense que ce n'est même pas une question de choix. D'accord. Donc, comme je l'explique depuis tout à l'heure, je me suis retrouvé dans cette cosmogonie, dans cette galaxie de mes sœurs et de mon père silencieux, mon grand frère qui jouait au roi, mais qui n'était le roi de rien du tout. Et voilà, c'est une architecture fondamentale qui continue de circuler en moi. Et cette architecture, j'y ai vécu toutes les plus grandes premières fois de ma vie. L'amour, la violence, comment survivre, comment parler au pouvoir, comment crier, comment régler ses comptes, comment aller chez les sorcières, comment aller dans les mausolées. C'est-à-dire dans un rapport que je ne pourrais jamais, jamais perdre. Que même si je le désirais, même si je désire changer et m'éloigner de ce monde-là, je ne pourrais pas. Ah ouais. Or, moi, je n'ai aucun désir de toute façon de m'éloigner de ce monde-là. Ouais. Pour la simple raison que je dis les simples raisons que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est ce monde-là qui m'a donné les stratégies pour survivre et avancer dans la vie. Ce n'est pas les films de François Truffaut, ce n'est pas les westerns qui passaient à la télévision marocaine, ce n'était pas une imitation de ce qui se passait en Occident. Pour moi, l'imitation réelle de gens que je voulais imiter, c'était les sœurs, la mère, je me répète depuis tout à l'heure, mais je suis désolé, mais il faut insister. Parce qu'on continue de regarder les Arabes, les anciens colonisés, comme des gens incapables d'entrer dans la modernité et incapables de comprendre la transgression et la liberté telle que Victor Hugo en parle dans ses livres. Or, ce n'est absolument pas vrai, et ça serait une honte de ma part que de réduire ce monde-là à une petite place et leur donner une petite place dans mes livres. Je pense que les écrivains, tous, écrivent à partir de la première galaxie où ils ont vécu, l'enfance et l'adolescence. C'est ce qui apprennent ensuite. C'est ce qui apprennent tout. Ouais. Après, on peut aller vivre à Hong Kong, au Japon ou partout. C'est ça qui va... C'est comme ça. On ne peut rien, on n'y peut rien. Et en plus, moi, je considère que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on continue de parler des pauvres en essayant de les expliquer d'une manière sociologique, d'une manière, je veux dire, les honorer avec un certain regard littéraire. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Ce qui m'intéresse juste comment je vais faire pour ramener leur vérité à eux dans la littérature, et non pas moi expliquant leur vérité. Ça ne m'intéresse pas d'être un nouveau colonisateur pour ma mère et mes sœurs. Oui, ou d'avoir cette vision anthropologique peut-être de ces populations. Non, ils ne méritent pas. Ma vie ne mérite pas. La vie est trop courte pour que je poursuive un projet colonial qui, a priori, s'est terminé il y a déjà longtemps. A priori, j'aime bien le a priori. Dans ton livre, tu parles de la mort, je trouve, dans ce bastion des larmes. Et moi, il y a un petit paragraphe que je trouvais super intéressant. C'est quand tu dis « Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit. Nous n'irons au paradis. C'est sûr et certain. Nous avons assez souffert comme ça dans cet enfer, dans cette prison qu'ils appellent le monde, la société, la vie. Bientôt, il n'y aura plus ce tunnel interminable et ce silence éternel. Courage, il n'y aura plus la nuit.
Youssef. Donc ça, c'est le personnage qui s'adresse à Youssef. Et en fait, je me disais, est-ce que je voyais comme si la mort était finalement la seule issue. Parce que dans ce livre, la mort fait partie de la vie au final. Parce que tu as ces voix qui sont sans cesse avec toi. Mais quand j'ai lu ce paragraphe, je me disais, est-ce que quand on dit la nuit ne sera plus la nuit, est-ce que finalement seule la mort sera l'issue pour que ces souffrances du monde, de la dureté de la vie en fait ne cessent? Est-ce que c'est cette vision que tu as? En fait, la mort a une très grande qualité, c'est que face à l'idée de la mort, on ne peut plus reculer. Et ça nous oblige à être dans la vérité avec un grand V. On ne peut plus faire semblant, on peut plus se dire, ou bien respecter les enjeux de la société, ou bien les rapports faux qu'on peut-être on construit avec plein de monde. La mort, elle est peut-être triste et certainement c'est le bout du tunnel, Ouais. mais quand on écrit, pas seulement quand on écrit, dans la vraie vie, par exemple quand la mère meurt ou un membre de la famille très cher qui meurt, on va quand même pas construire pour cette personne quelque chose de faux. C'est-à-dire nous savons intimement ce qu'était cette personne. Ouais. Donc la mort, telle qu'elle est racontée en tout cas dans ce livre, mais aussi dans d'autres de mes livres, elle permet à ces personnages, les 6 sœurs, et Youssef, donc voilà le prof qui revient à Salé pour vendre l'appartement dont il a hérité de la mère, et ce qui fait que la maison que cette mère a construite pendant des années ne va plus exister. Voilà, cette dispersion de l'origine de lieux géographiques où l'essentiel, où la galaxie est née. Cette galaxie ne va plus exister. Donc, qu'est-ce qui va exister? L'idée de se rapprocher de plus en plus de la mort, nous comme poussière, nous déjà fantômes, nous comme des voix qui vont succéder à nous, si je peux dire, qui vont nous survivre. Et ce livre, c'est vrai qu'il est construit comme ça. Des voix qui sont déjà dans la mort et dans l'au-delà, même si les corps sont encore vivants, et du coup, ils sont dans une vérité absolue, quitte à être totalement brutale. Ouais. Mais il y a autant cette brutalité et cette vérité brutale que des moments où tout d'un coup, parce qu'on a été si brutal les uns avec les autres, que tout d'un coup, une forme d'éclaircie arrive, une forme de beauté, de douceur, non pas d'un souvenir reconstruit d'une manière merveilleuse, mais comme une vérité d'un beau moment qui a existé réellement entre nous. Et c'est le contraste. C'est parce qu'il y a des choses très très dures et très tragiques, et la mort qui est là, qui arrive, qui permet de voir mieux. Notamment, j'ai l'impression que l'auteur principal, Youssef, quand Najib revient lui parler, il se remémore de ces moments de tendresse qu'il a eu avec lui, de ces moments un peu coupés du temps, surtout que c'est arrivé à un moment d'une enfance qui était très difficile, et c'était un peu ces moments isolés où justement il parlait, il se racontait des poésies en langue arabe, et un peu des moments où il pouvait un peu reprendre le souffle dans la dureté de la vie. Donc je trouve très bien ce moment de douceur. Najib, justement, représente le personnage homosexuel marocain qui devient vieux et qui n'obtient pas une reconnaissance de la société. Et non seulement il n'obtient pas cette reconnaissance, mais il sait que dès qu'il va mourir, il sera effacé de la mémoire. Et à partir de là, le livre, dès le début, fait émerger la voix de Najib, qui est déjà mort, dans la tête et les rêves de Youssef. Il lui dit, voilà ce qu'ils m'ont fait. Voilà l'effacement et l'invisibilisation qu'ils vont faire de moi. Je te conseille, je te donne mon expérience pour que tu ne les laisses pas faire de toi la même chose. Moi mort, toi encore en vie, tu dois porter ma mémoire. Et tu dois aller vers ce lieu qui s'appelle le bastion de larmes pour faire ce rituel que les autres, les hétérosexuels, ne feront pas pour un homosexuel. Et le livre, il construit, c'est vrai, de cette manière-là. Chaque personnage, chaque voix entre dans la tête d'un autre personnage, dans la voix d'une autre voix, si je peux dire, et ainsi de suite. Et au milieu de tout ça, il y a parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éclaircies de la poésie. Simplement, par exemple, comme tu viens de le dire, Youssef qui sort du lycée et qui court retrouver ses meilleurs amis qu'il avait quand il était adolescent, donc Najib, dans la forêt. Lui qui est si triste, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à lui réciter ses poèmes arabes qu'il vient d'apprendre au lycée. Alors ça peut paraître un peu bateau, trop romantique, mais tel que
tel que c'est raconté dans le livre, c'est un moment où deux homosexuels, se donnent l'un à l'autre cette tendresse que le monde leur refuse. Et le personnage de Najib aussi m'évoque la question du pardon. Parce que c'est vrai que lui, il revient avec ce grand désir de vengeance. Parce qu'en fait, il a quitté donc la ville de Salé pendant un long moment. Il revient dans une nouvelle posture, au final, avec beaucoup plus d'argent et beaucoup plus puissant. Et on voit qu'il ne pardonne pas à sa fratrie. Et moi, cette question du pardon, forcément, elle me questionnait notamment par rapport à toi. Je me demandais, toi, quelle est ta relation avec le pardon? Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose qui est nécessaire, salvateur pour pouvoir avancer? Ou est-ce que tu estimes que ce n'est pas quelque chose qu'on peut accorder à tout le monde et que... Tu veux la vérité? Je veux la vérité, oui, bien sûr. Je pense que je dois faire partie de ces gens qui ne pardonnent pas beaucoup. Okay. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens... souvent, il y a des gens qui reviennent après des années et qui estiment, parce qu'ils vont vous dire 2 mots, je suis désolé, ça y est, c'est fini. Et qui désirent qu'on reprenne la relation et les enjeux de la relation tels qu'ils étaient il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça ne peut pas être aussi facile que ça. Le personnage de Najib, il est construit comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne pardonne pas à tout le monde. Je suis plutôt du côté de Najib que du côté de Youssef, même si a priori Youssef, c'est mon avatar, si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais sur cette question-là, je suis plus du côté de Najib. Et ne pas vraiment pardonner et garder bien au chaud son désir de vengeance. Et bien justement, c'était la prochaine question sur la vengeance. Parce que Najib, effectivement, il a cette volonté de vengeance, et c'est ce qui l'emmène au final à retourner dans cette ville de Salé. Et moi, je me demandais, est-ce que toi, tu as eu ou tu as toujours ce sentiment de vengeance, peut-être envers le milieu dans lequel tu as grandi, qui t'a fait du mal? Et parce que des fois, on arrive à faire de grandes choses parce qu'on est animé par ce vengeance. Parce qu'on se dit, vous m'avez tellement piétiné que je vais vous montrer un jour que je vais devenir quelqu'un. Là, ça pourrait être en devenant un auteur reconnu, publié par des grandes maisons d'édition. Est-ce que ça, au fond de toi, il y a eu quand même ce sentiment-là de dire « je suis plus que ce que vous faites de moi », cet enfant que vous martyrisez, que vous violentez, etc. Je pense que c'était ça serait un peu très limité comme ambition. Okay. L'ambition, si elle est là, si on veut réaliser son ambition juste pour parler à ce qu'on appelle aujourd'hui des haters, ou bien des violeurs, ou bien les insulteurs, si je peux dire, okay. Ce qu'on va produire va être très limité. L'ambition d'un écrivain, d'un artiste, ou d'une mère qui veut construire une maison pour ses enfants, ou bien qui veut juste les nourrir, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est d'être en lien avec le monde, l'univers, la nature, tout ce qu'on capte et qu'on essaie de transformer. En revanche, se venger, même d'une manière indirecte de certaines personnes, oui. Je veux dire, se venger, ne serait-ce que par ce constat et en se disant, je ne vais pas oublier. Je fais partie de ces gens qui n'oublient pas. Le courage ou la décision, tu pourras me dire que ce n'est pas forcément un courage, que tu as eu de dire ta vérité. C'est-à-dire que, et qu'importe le prix au final, tu dis ta vérité qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Tu l'as dit dans une société à une époque, alors aujourd'hui on est en 2024, donc je trouve que les choses ont évolué, même si ce n'est pas parfait, mais toi tu l'as dit très tôt. Je prends l'exemple de la première fois que tu as parlé publiquement de ton homosexualité, c'était en 2006, il y a pratiquement 20 ans. La société, aussi bien française que marocaine, n'était pas où elle est aujourd'hui. Et tu l'as fait envers et contre tout pour être en accord avec toi-même. Et des fois, je me dis, est-ce qu'au final, c'est pas ça, se sentir à sa place? Est-ce que c'est pas se dire qu'on est à un moment de notre vie où on est fidèle à ce qu'on est vraiment et en accord avec nous-mêmes? Je pense pas qu'on est tout le temps courageux. Ouais. Je crois pas, je peux pas dire Othman il est courageux, Abdallah il est courageux. Je pense qu'il y a des moments, des situations, des circonstances où il faut agir d'une telle ou telle manière. Mais là, tu l'as été en 2006. Oui, mais je ne l'avais pas prévu. Moi, je n'avais jamais pensé que j'allais comme ça crier au monde entier, regardez comme je suis gay, comme je suis homosexuel. Oui, mais... Et il suffit, en fait, ce qui m'a poussé à ça, c'est ce que j'avais écrit. Ouais. J'avais publié à l'époque 2 livres, Mon Maroc, aux éditions Séguier, Le Rouge du Tarbouche, ou toujours aux éditions Séguier. J'étais au Maroc pour faire la promotion de ce livre. Ouais. Une journaliste qui avait lu le livre avait posé la question, est-ce qu'elle peut dire dans l'article qu'elle avait écrit sur moi
que Abdallah Taher est homosexuel. Tu aurais pu dire non, Abdallah, non? Oui, mais à ce moment-là, j'ai compris, ça a duré, je crois, 2 secondes, Ouais. que je n'ai pas le droit, moi qui désire être dans la vérité, qui désire, voilà, de dire une chose qui relève de la vérité dans la littérature, et devant une journaliste, je la jouais bourgeois, voilà, mais quand même, la vie, c'est une chose, et la littérature, une chose. Pour moi, la littérature, c'est la vie, c'est la continuité de la vie, ce n'est rien d'autre. Et l'écriture dans un livre n'est que l'écriture qui se passe déjà dans le corps, vraie vie même. Donc j'ai dit oui à cette journaliste, dites que je suis homosexuel, pour être fidèle non pas seulement à moi, mais aussi à ce que j'essaie d'écrire. Alors souvent on dit que l'écriture c'est un espace de liberté. Dans ce cas précis, face à cette journaliste qui pose cette question précise, oui. C'est un espace de liberté qui autorise à être encore plus libre. Et est-ce que tu as eu conscience à ce moment-là de l'impact que ça aurait? Parce qu'on sait que le pouvoir de représentation est extrêmement important. J'étais encore très seul. Voilà. J'étais seul, solo. J'étais au Maroc. J'avais l'impression que les services secrets du Maroc allaient m'arrêter, qu'ils n'allaient pas me pouvoir m'empêcher de sortir de l'aéroport. J'avais peur. Donc, et en plus, moi, je fais partie de ces gens. Je n'ai pas de meilleurs copains, je ne passe pas ma vie à raconter ma vie à quelqu'un autour de moi. Ce qui n'est pas bien. Moi, je conseille aux gens d'avoir toujours des amis à qui tout raconter. Je ne fais pas partie de ces gens. Et donc, j'ai vécu tout cela, tout ce que cela a déclenché au Maroc et autour de moi, comme menace, comme indignation, comme tout seul. Mais assez étrangement, plus je voyais leur réaction, leur hostilité, plus j'avais envie de continuer dans le chemin de la vérité. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de courage, mais ce courage, il est précis. On l'utilise pour écrire des livres, pour parfois répondre à quelqu'un d'une manière franche, mais on n'est pas toujours courageux. Oui. Dès que je suis dans le lit, je tremble et j'arrive pas à dormir, et les crises de panique, je la vois qui monte du 3e étage. Après, vu le déferlement que ça a fait, c'est compréhensible. Mais il y a un côté quand même positif, non? Est-ce que tu n'as pas reçu des lettres de gens justement qui te remercient? Parce que moi, je me dis que ça a dû changer des vies, en fait. Parce que c'est très positif. Tu es une des premières personnes à l'avoir fait, peut-être même la première au Maroc. Donc ça a dû. Les gens ont pu se dire, finalement, je ne suis pas seul. Ma place, elle existe dans cette société parce qu'il y a quelqu'un comme moi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, quand moi j'écrivais, quand je parlais comme ça, mais je ne peux pas penser que ça. Je ne suis pas Brad Pitt non plus. Non, je veux dire, j'essaie juste de faire des choses dans la vie. Okay. Je ne les fais pas pour dire je veux que les gens m'imitent, je vais être un modèle, je vais être un... Non, ce serait limite mégalo de penser ça en fait. Ça serait même, c'est limité. Ça veut dire que du coup, ce que je vais écrire il sera trop égocentrique. Or, moi, j'essaie, en tout cas dans mes livres, d'accord, il y a des homosexuels, mais il n'y a pas que moi dans mes livres. Il y a toute ma famille, il y a le monde de Hassalam, de Saleh. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en France. J'ai écrit Un pays pour mourir se passe en France, celui qui est d'être aimé se passe en France. Ce qui se passe ici aussi pour les corps arabes dans la société française, pour les corps musulmans dans la société française. Donc, encore une fois, on n'écrit pas en anticipant ce que cela va provoquer. Ça serait franchement, plus que de la mégalomanie, ça serait quelque chose de faux. D'accord. L'écriture est un acte de courage et de bravoure, mais dans la modestie. C'est le minimum. S'il y a quelque chose de mégalo, ça serait... Mais si j'oublie que c'est moi qui ai écrit ces livres et qui ai dit toutes ces choses sur l'homosexualité, moi-même, si j'étais un adolescent en écoutant ça Abdallah Taher en 2006, je tomberais amoureux de lui. Il va me sauver la vie. J'ai conscience de cela. J'ai bien conscience de cela. Moi, je l'ai fait, mais ça ne m'a pas aidé tant que ça, parce que je continue dans la solitude. Et les crises de panique se sont réveillées. Du coup, ce qui fait que je connais toutes les urgences psychiatriques des hôpitaux à Paris. Je les connais toutes. Hein. Donc c'est pour ça que je veux dire, d'accord, c'est courageux de faire son caminat, tout ça, mais ça installe l'être humain, le gay, la lesbienne, le transgenre, dans une solitude, une vulnérabilité encore plus grande, parce qu'on attend de lui qu'il joue au héros et qu'il nous dise, mais au lieu qu'on le soutienne et qu'on entre avec lui et avec elle dans la logique du monde qu'il essaie de nous transmettre, on le regarde se débattre tout seul face à un système immense,
face au capitalisme, face à toute la société marocaine, face à toutes les traditions marocaines. On le regarde et on dit « Ah, il est courageux ». Mais ça ne suffit pas. Il faut aller aider cette personne. C'est comme des enfants qui se font violer. On dit « Ah, le pauvre », ils disent, c'est ce que j'entendais au Maroc, « Ah, les hommes ne le laissent pas tranquille ». Tu te rends compte de dire cette phrase par rapport à un enfant ou un adolescent? C'est dur. Mais moi, ces phrases-là, je ne les oublie pas. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me dis, tu vas pardonner. Mais pardonner à qui? Mais il ne faut pas pardonner. Mais pourquoi pardonner? Les criminels, ils sont mariés, ils vivent encore à Ressalam. Tu crois que je vais leur pardonner? Mais jamais de la vie. Je ne leur pardonnerai jusqu'à la mort. Et même dans la mort, je ne leur pardonnerai pas. Mais en fait, ma question, si tu veux, elle était plus sur... est-ce que tu n'as pas besoin de ce pardon pour avancer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois penser à toi? Est-ce que tu n'as pas l'impression que... Enfin, c'est une question très ouverte, hein, moi j'ai pas de réponse, mais est-ce que le pardon justement ne permet pas de se sentir un peu plus léger? Non, moi je pense que j'avance en étant lucide sur ce que je sais, sur ce que c'est le monde. Ça ne m'a pas empêché d'arriver ici, de devenir un immigré, de me battre pour avoir la carte de séjour, de faire j'allais dire de faire la manche. J'ai pas fait la manche, de restaurer dans les restaurants, de laver la vaisselle et tout ça. Donc ça m'a pas empêché. Et d'avoir peut-être bientôt appris mon cours, qui sait. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose, on attend trop des personnes qui ont réussi à survivre. Et on dit la résilience. Mais c'est quoi cette résilience? Je déteste ce mot. Ça veut dire juste, cette personne s'est battue contre tout un système, toute seule. Et au lieu de comprendre ce qui s'est passé là, on dit « Ah, bravo, courage, tu es un héros. » Mais un héros de qui? Peut-être un héros de moi-même, avec moi-même, mais pas votre héros à vous. Certainement pas votre héros à vous. Non. Et quand vous croyez, quand vous me décrivez comme un héros, vous croyez que vous me faites honneur. Or, vous ne me faites pas honneur. D'accord. Il faut juste... Je ne parle pas de toi. Je parle des autres qui tout d'un coup te regardent avec « Mais où étiez-vous quand ces enfants étaient en train de se faire tuer et de se faire violer et qui continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui, en France comme au Maroc, comme ailleurs dans le monde ?» Donc voilà, la capacité de l'aveuglement des êtres humains face à quelqu'un qui se fait maltraiter, fracasser, tuer, violer est interminable. Incroyable, madame. Et qu'on s'appelle Nicole Kidman à Hollywood, ou bien un petit Abdallah qui vit encore aujourd'hui dans la ville de Salé au Maroc. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce quand on dit « Ah, il a eu du courage, ça a permis de changer ». Ça a permis à certaines personnes qui vivent dans la solitude, comme moi, de se reconnaître en moi. Exactement. Mais elles-mêmes, ces personnes, continuent de vivre dans la solitude. Il ne faut pas qu'on dise « Le Maroc a changé, on a Abdallah Taïa, on a nanana ». Non. Les autres continuent de vivre dans l'enfer et dans la tragédie. Il y a encore des lois qui les criminalisent. Ça montre que le chemin est encore long, en fait. Très long. Il ne faut pas se contenter des petits pas qu'il y a eu ces dernières années. Ouais. Je pense qu'on va arriver au bout de notre échange. Merci beaucoup. Pardonne-moi pour ma véhémence, mais jamais tu as réussi à me remonter. C'est pour ça que je voulais faire appel à toi. Je savais que tu allais parler du fond du cœur et que tu allais être aussi vrai que dans tes livres. Donc j'en suis ravi. Une dernière question, si tu me le permets. J'aime bien finir mon podcast avec des conseils que mon invité pourrait donner à un individu pour qu'il puisse trouver sa place dans la société. Toi, si tu avais un jeune, ou tu as parlé de toi jeune à 16 ans, ou peu importe dans quel pays il est, peu importe son orientation sexuelle, si quelqu'un a besoin de trouver sa place, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour l'aider, tout simplement? Moi, ce qui m'a aidé, je l'ai dit tout à l'heure, sont mes sœurs et ma mère, mais il y a aussi un autre espace, c'est les vieux films égyptiens qui est passé à la télévision marocaine dans les années 80. J'ai trouvé extraordinaire, parce qu'ils parlaient de la société et des pauvres, et les actrices, le Maroc et le monde arabe, tout en vénérant ces actrices, disaient que c'était des putes. Donc voilà, mais en même temps, moi, je me disais, alors je suis une pute comme ces femmes, parce que je vais être comme ces femmes-là. Donc, comme ces actrices, ces stars égyptiennes, Fatin Hamama, Souad Hosni, Berlanti Abdelhamid, Magda, ces femmes que je vénère jusqu'à aujourd'hui, m'ont montré qu'il y a un espace où je peux entrer ou inventer une acceptation de moi-même par moi-même. Il ne faut pas toujours s'attendre que le monde vous donne la liberté et cet espace où vous pouvez exister. N'attendez pas que le monde vous le donne. Créez entre vous et vous, dans votre cœur, commencez à le construire tout de suite. Cet espace où vous vous aimez vous-même, où vous vous libérez de tout ça. Et d'accord, les gens vont continuer à vous regarder d'une manière très méprisante et très criminelle, mais si vous êtes convaincu de cet espace libre à l'intérieur de vous,
et ben cet espace, il est déjà réel. Voilà, ça c'est une chose très importante. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as posé la question par rapport à qu'est-ce que pensent les autres de mon écriture, moi je m'en fous. J'ai déjà en moi et j'ai encore en moi cet espace que j'ai créé en moi dans l'enfance et l'adolescence. Et vivent les actrices égyptiennes éternellement. Espérons que chacun puisse justement trouver cet espace, que ce soit avec des actrices égyptiennes ou d'autres référents, mais cet espace salvateur. Merci beaucoup Abdallah, c'était un plaisir. Merci beaucoup Atman. Un grand plaisir d'avoir eu Abdallah. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de À ta place. J'espère que vous avez apprécié notre échange. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre des étoiles si vous le souhaitez, à commenter. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange, si vous avez des questions que vous voulez que je transmette à Abdallah. Moi, j'adore pouvoir échanger avec vous. Ça me nourrit énormément. Donc, au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Merci beaucoup.